l'honneur d'introduire cette lecture inaugurale que va prononcer tout à l'heure le professeur Ibrahim Tchoub, recteur et président de l'Assemblée de l'Université. Auparavant, nous voulons dire bonjour au nouveau ministre de la Culture, auquel nous souhaitons une bienvenue et nous lui donnons le micro pour qu'il nous délivre son discours. Et nous lui souhaitons un bon succès dans son poste. Monsieur le secrétaire général du ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur les membres du conseil d'administration du Musée des civilisations noires, Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs de service, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de l'IMCC, Mesdames et Messieurs, chers invités, et Monsieur le conseiller culturel de l'ambassade de Chine. Bonsoir à toutes et à tous. En ces premiers jours de contact avec la famille de la culture et de la communication, c'est un devoir pour moi de rendre grâce au Tout-Puissant, de renouveler mes remerciements au chef de l'État, le président Macky Sall, qui va confier ces très hautes fonctions dans un environnement qu'il a défini comme étant celui de l'action. Il est donc heureux, dès ma prise de fonction, que je me retrouve dans le feu de l'action avec une communauté dont l'inventivité, la créativité et la communication sont les marques de fabrique. Il est impératif de convoquer la culture et son corollaire, la communication, pour l'inculturation du projet. La culture de l'émergence se traduit d'abord et avant tout dans la tête des hommes. Nous avons à gagner toutes les populations et notamment les plus jeunes qui doivent comprendre et accepter que le courage, ce n'est pas de risquer sa vie dans la Méditerranée ou d'accepter l'esclavage en Libye, mais plutôt l'audace de transformer son quotidien par le travail, la discipline et le respect de la chose publique. La culture, qui est partie intégrante de l'action politique, ne saurait, en conséquence, se soustraire de son exigence. Elle doit explorer au plus profond de nous-mêmes notre passé, notre présent et aider à donner sens au futur que nous voulons absolument radier. Mais nous ne pouvons pas construire un pays si nous ne connaissons pas son histoire, raison pour laquelle le président de la République a pris la décision d'appuyer, jusqu'à son aboutissement, le projet d'écriture de l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours, et dont les 5 premiers volumes seront livrés dans la semaine à venir. Connaître notre histoire est donc un point de passage obligé pour comprendre notre présent et envisager notre futur avec sérénité. Et c'est dans ce contexte que la leçon inaugurale qui sera prononcée ce jour par le professeur Ibrahim Tchoub, recteur de l'université Cheikh Anta Diop, expert reconnu et profil sur les questions relatives aux traite des Noirs, prend tout son sens. La leçon inaugurale que j'ai le plaisir d'ouvrir aujourd'hui et à laquelle vous avez bien voulu assister participe de l'option fondamentale du Musée des civilisations noires d'explorer toutes les questions qui articulent l'histoire de notre monde noir, des origines et nos corps. La leçon inaugurale du professeur Ibrahim Tchoub intitulée « La caravane et la caravelle » participe à cette vision. Cette série explore les événements qui ont conduit à l'esclavage des peuples africains et à leur impact sur les sociétés africaines et la descendance africaine. À cette occasion, le professeur Tchoub, recteur de l'université Cheikh Anta Diop, prononcera la leçon inaugurale sur le thème « Les impacts des traites esclavagistes sur les sociétés africaines ». Les travaux du professeur Tchoub se focalisent sur l'histographie africaine, en particulier les systèmes de domination et des idéologies, l'esclavage et le commerce des esclaves, qu'il considère
sous une perspective plurielle, économique, sociale, culturelle et juridique. Il s'intéresse également aux facteurs chromatiques, à l'œuvre dans la construction de l'identité africaine, ainsi qu'aux chemins politiques et universitaires, circulation, lieux d'apprentissage et de sociabilité des intellectuels et lieux d'expérience personnelle envisagés dans des écrits d'auteurs panafricains comme Marcus. L'impact dévastateur de la traite esclavagiste internationale sur l'Afrique est immense. Plus de 300 ans de chasse à l'homme, articulée à une économie de la violence que l'humanité n'a jamais connue auparavant, avait laissé notre continent exempt. Si à cette tragédie s'ajoutent plus de 150 années de colonisation qui était l'esclavage avec le code de l'indigénat qui déniait tous les droits de la plupart des colonisés. Avec l'instauration des travaux forcés, on comprend l'ampleur des préjudices subis et on ne peut être admiratif devant l'incroyable capacité de résilience des peuples africains. Mais le traumatisme est-il résorbé? Les impacts dissous et les conséquences neutralisées? À ces questions, la réponse est certainement non. En effet, outre les millions d'Africains capturés et transportés, le nombre de morts et de destructions économiques et environnementales résultant des guerres et des raids d'esclaves ont été immenses. On estime que la population de l'Afrique est restée stagnante jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le tissu social a été abîmé et les valeurs traditionnelles subverties. Finalement, la traite a laissé le continent sous-développé, désorganisé et vulnérable à la prochaine phase de l'hégémonie européenne, le colonialisme. Je tiens à remercier ici tous ceux qui ont participé à cet effort commun et n'ont compté ni sur leur temps, ni leur énergie pour la réussite de cette leçon inaugurale. En particulier le professeur Ibrahima Diop, mais aussi vous tous, vous qui avez apporté chacun sa pierre à l'édifice. Je remercie l'équipe du Musée des civilisations noires qui s'est consacrée à l'organisation de cette soirée. Mesdames et messieurs, en vous renouvelant mes remerciements pour cette mobilisation exceptionnelle qui témoigne de la synergie qui caractérise de plus en plus la communauté scientifique du Sénégal et en souhaitant plein succès aux travaux du professeur Diop, j'ai ouvert la leçon inaugurale sur l'impact des fraises esclavagistes et sur les sociétés africaines. Je vous en remercie. Quand on m'a contacté pour présenter le professeur Ibrahima Diop, je ne savais quoi répondre, parce que je ne le connais pas. C'est une grande surprise, mais je ne le connais pas. Mais heureusement pour moi, je le connais très bien. Par l'intermédiaire justement de l'académie. Puisque ma première rencontre avec le professeur Diop, j'aurais tendance à dire monsieur Diop, tellement nos relations sont très poussées, au point que la hiérarchie tombe souvent, mais elle est toujours là. Donc, je l'ai rencontré, je crois, vers 96 ou 97, au moment où je préparais ma thèse sur la région de Kolda. Et aux archives, je suis tombé sur quelqu'un qui s'appelle Abdoulaye. Peut-être c'est pourquoi j'ai dit Abdoulaye tout à l'heure. Amadou Diop plutôt. Abdoulaye qui était ressortissant du territoire français et qui était parti s'installer en territoire bissau-guinéen, qui jouait un rôle d'arrière-plan pour tous ceux qui commettaient des erreurs dans l'espace contrôlé par les Français. Et c'est là que je l'ai appelé pour le rencontrer et il m'a invité à manger avec lui, partager avec lui le repas et discutant donc de ce cas. Donc notre première rencontre était une rencontre académique. C'est pourquoi je vous ai dit que je ne le connaissais pas, mais je le connais académiquement. Et chemin faisant, je me suis aussi, je suis parti en 1998 pour m'installer en France, après la soutenance de la thèse,
et tout d'un coup, une ouverture s'offre. C'est le retour sur le continent africain et surtout au Sénégal, qui m'a donné l'occasion de devenir un être humain d'abord et de prétendre aujourd'hui avoir une petite connaissance que je transmets à nos enfants. Et donc en 2005, on se rend encore, c'est sur l'académie. On discutait de Foucault. Discours sur le discours, qui est donc le premier cours de Foucault au Collège de France. Et je lui dis, demain, je ramène 2 exemplaires. J'ai ramené 2 exemplaires, et justement, l'un d'entre eux est pour lui. Pour vous dire tout simplement que s'il fait aujourd'hui une leçon inaugurale, il a le background nécessaire pour le faire. Parce que ça remonte il y a 20 ans, une quinzaine d'années plutôt, où on discutait de ce discours sur le discours. C'est pour vous dire tout simplement que notre chemin a été toujours un chemin d'académie. Donc, l'homme en tant que tel, je vais le découvrir à mes discussions. Et je vais découvrir quelque chose d'extrêmement important et qui va me rassurer davantage et qui va me permettre même de rêver que, effectivement, je vais rentrer au Sénégal avant même d'avoir obtenu le feu vert du département. Puisque tout simplement, je pense que je le fatiguais beaucoup d'ailleurs, puisque j'ai la tête qui bouillonne tout le temps et je lui ai envoyé toujours des idées jusqu'à l'agacer certainement. Mais je suis sûr et certain que cet agacement m'a permis aussi de comprendre qu'il faut persévérer davantage dans la recherche. J'ai été donc recruté. Et il est mon chef de département. Et tout d'un coup, on met ensemble, par son initiative, puisque c'est un homme d'initiative aussi, par son initiative, on met en place le programme d'excellence régionale, axé sur l'esclavage, et qui va nous permettre d'être dans une grande équipe qui s'appelle le CIRES, qui a d'ailleurs sorti un livre qu'il a préfacé lui-même, et que le livre est là, si vous pouvez vous le procurer. Il serait bien encore qu'on puisse faire circuler les idées de nos chercheurs qui travaillent sur ces questions et qui ont publié des textes extrêmement importants. Malheureusement, je ne l'ai pas ramené à tout. Donc, c'est sur le flot de tout cela qu'on s'est approché et que moi, ayant fait donc une thèse sur l'esclavage, mais l'esclavage à l'intérieur du pays, dans nos sociétés, puisque ma thèse porte sur le royaume du fleuve, qui a été fondé par d'anciens esclaves qui se sont révoltés contre et leur maître et contre le dominateur malien en 1867 dans l'espace sénégalais. Donc, vous voyez l'intérêt qu'il y a de former l'équipe avec lui, puisque lui s'occupera de la plus grande question qui est extrêmement large et qui est importante, qui est une grande tout à l'heure. Et tout au long donc, de notre compagnonnage, il m'a aussi il a mis mon pied dans l'étrier, parce que c'est lui qui va me conduire déjà à diriger des mémoires à distance et qui va me permettre donc de me former réellement dans les sciences historiques et dans l'approche que lui-même il développe dans ses études. Donc, ayant perdu cette année au niveau de Paris, m'a permis de découvrir le monde africain, comme si c'était une reproduction de ce qu'on faisait dans le temps ancien. Il faut qu'on aille en Europe pour qu'on découvre une partie de notre continent. Moi, j'ai eu cette chance aussi de découvrir le CNI et d'autres volets qui m'ont permis de revenir et de me tranquilliser davantage. Et chemin faisant, après avoir terminé donc ce père esclavage, avec son initiative encore, il a créé le Centre africain de recherche sur les traits et les esclavages, CART, qui nous a permis de former des étudiants. Je pense que quelques-uns d'entre eux d'ailleurs sont là, dans ce musée, et qui peuvent vous démontrer qu'il y a transmission de quelque chose, que toutes ces organisations qui ont été mises sur pied par le professeur Chou a produit quelque chose qui est aujourd'hui en action, en sa présence. Et ça, c'est très important. Donc, il y a quand même une chaîne de transmission qui est là. Moi, je
j'ai été toujours peut-être à côté de lui. Nous avons toujours pensé ensemble les choses, même si par ailleurs, si c'est la science, même si par ailleurs souvent on peut ne pas se comprendre dans les problématiques ou dans les approches. Ça ne gêne en rien la possibilité d'avoir cette solidarité académique qui nous permet de questionner l'épistémologie de l'histoire. Et je crois que je vous recommanderais de lire spécialement deux de ces textes. La préface à l'ouvrage de Catherine Coquet-Ludovitch et Éric Ménard, c'est Être esclave, qui est un texte extrêmement fort épistémologiquement, où il pose une question qui me semble être importante et qui doit revenir certainement dans nos discussions. La citation est un peu longue, mais vous pouvez quand même vous référer au livre, et je pense que c'est à la page 10, si je ne me trompe. Il y a une citation extrêmement importante qui nous permet de comprendre, de baliser le terrain pour les recherches, puisque ce qu'il constatait il y a 10 ans est toujours là. Je ne peux pas m'empêcher, il me reste 2 minutes, je ne peux pas m'empêcher de lire ce paragraphe qui me semble être extrêmement important et qui indexe directement les historiens pour leur permettre de voir sur quoi ils travaillent et vers quoi ils doivent mener leurs hypothèses. Dans sa préface au livre de Catherine Coquet-Ludovitch, dont j'ai parlé tout à l'heure, le professeur Ibrahim Tchoub écrit cette phrase qui mérite notre attention, dans la mesure où elle trace un certain sillon afin de poser un nouveau regard épistémologique sur comment aborder avec plus d'intelligence l'histoire de la traite et, si vous voulez, des traites et des esclavages. Il écrit: il arrive que les historiens succombent à la tentation mémorielle. Ce faisant, ils en épousent les débats et controverses, et avec un usage subtilement biaisé des méthodes de la discipline, valident un discours communautaire déjà constitué. Il s'ensuit un brouillage des champs de compétences entre lecture mémorielle et lecture historienne du passé, qui n'est pas toujours à l'avantage de celle-ci. Je dirais même qui n'est même pas à l'avantage de l'historien, ni à l'avantage des populations pour lesquelles il pense écrire l'histoire. De plus, la mise à plat de toutes les formations discursives par laquelle procède une certaine approche dite postcoloniale, qui a renoncé aux causes inscrites sur la longue durée, n'est pas non plus à faire la part des choses entre savoir historien et discours mémoriel. Je pense que cette phrase, elle doit être disséminée dans nos enseignements pour que nous soyons plus agressifs épistémologiquement parlant. Parce qu'en réalité, la caravane et la caravelle, c'est notre échec technologique. Parce que la caravane, c'est de la technologie. La caravelle, c'est une technologie. La technologie de la caravelle est venue détruire la technologie de la caravane. Et malheureusement, nos mémoires ont été trimballées par la caravane et par la caravelle. Fafanya